je le vis très positivement, même si parfois c'est un risque qui est pris, notamment en termes de carrière et de reconnaissance institutionnelle. Et je le dis parce que Perpignan a envoyé un signal fort en me recrutant. C'était que on pouvait être un sociologue qui correspond aux règles de la sociologie et aussi avoir une ouverture vers les autres disciplines. Donc je voulais aujourd'hui vous parler justement d'interdisciplinarité et je propose de rentrer par la notion de transition parce que aujourd'hui la transition est devenue un petit peu le leitmotiv, comme dans les années 80 c'était le développement durable. Donc je voulais aussi me positionner par rapport à ça. Même si je n'ai pas toujours travaillé sur la transition, puisqu'en fait, avant que ce mot émerge, on travaillait sur d'autres objets. Mais bien souvent, et les collègues qui comme moi, sont de cette génération de chercheurs sur appel d'offres, souvent, on doit un petit peu slalomer entre les buzz concepts pour avoir un fil directeur pertinent pour nos travaux et en même temps se saisir des sollicitations qui nous sont adressées. Donc on voit souvent et on entend et on lit souvent la notion de transition au singulier, la transition, avec l'idée qu'il y aurait une transition. Et en fait, dans la réalité socio-économique et politique, ce que l'on peut entendre, observer, ce sont plutôt des transitions, en tout cas des visions différentes et pas toujours compatibles de cette notion de transition. Le mot transition, en fait, on commence à le voir apparaître dans ce sens qu'on entend aujourd'hui, très tôt, dès les années 70, dans le rapport Meadow de Halte à la croissance. On le retrouve aussi dans le rapport Brundtland sur le développement durable. Ce mot apparaît d'une page à l'autre, mais il n'est pas défini. Le premier à vraiment le définir, mais très vite de façon opérationnelle, c'est Rob Hopkins dans les années 2000. Mais Hopkins, lui, est d'emblée dans une approche pratique. Il est dans une logique de mettre en pratique une transition écologique. Mais en tout cas, on souvent lui attribue la paternité de la notion de transition écologique. Et depuis lors, ce que l'on peut observer, c'est ce que j'appelle une inflation définitionnelle polysémique de cette notion-là, qui fait l'objet en fait de multiples réappropriations par les acteurs socio-économiques et par les acteurs politiques. Si on suit les propositions du sociologue Jacques Tess, on peut, à travers toutes ces façons de se réapproprier cette notion de transition, trouver à minima un petit dénominateur commun, qui serait que la transition, c'est une période d'instabilité et de tâtonnement, et une mise en mouvement vers un changement désiré. Et finalement, lorsque l'on observe les débats et controverses autour de la transition, les divergences résident en fait dans le diagnostic que les uns et les autres vont faire de cette période d'instabilité et de tâtonnement. Et dans un second temps, inévitablement, les divergences vont aussi émerger sur le type de changement désiré, pour autant que changement désiré il y a. Et en effet, certains auteurs soulignent que parfois la notion de transition sur le terrain peut être utilisée comme une sorte d'outil pour ne pas changer. Alors, pardon, non. Donc, on voit ces débats autour de la notion de transition. Ce que nous, on peut observer, pour maintenant se centrer sur la France, ce que l'on peut observer en France, c'est à partir des années 2010-2015, ce qu'on appelle en sociologie une intégration de la critique. C'est-à-dire que la puissance publique va intégrer cette notion de transition au point de légiférer. On a par exemple en 2015 la loi sur la transition énergétique, au point de nommer le ministère feu ministère de l'Environnement, qui a sans arrêt changé de nom depuis sa création. Et c'est d'ailleurs, comme l'ont montré deux collègues, Marie Jacquet et Chantal Aspe, c'est révélateur, cette instabilité lexicale pour nommer ce ministère, c'est révélateur de cette difficulté qu'ont les différents gouvernements successifs de s'approprier et d'intégrer cette problématique environnementale, écologique et maintenant de transition. Donc ce que l'on observe, c'est clairement depuis les années 2010 au moins une appropriation sous forme d'intégration de la critique
par les instances politiques et par la loi française, mais force est de constater, et c'est un schéma qui est très classiquement montré depuis longtemps, notamment par un sociologue comme Boltanski, que dès lors qu'il y a intégration de la critique, il y a bien souvent, immédiatement après, un désarmement de la critique. C'est intégrer une critique pour la désarmer ensuite. Et prenons l'exemple de la loi relative à la transition énergétique. Son intitulé, en 2015, c'était « Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte ». Donc en fait, cette façon d'intégrer la notion de transition et son désarmement va en fait prendre un concept qui a été proposé par un auteur qui le pensait, Hopkins, qui le pensait comme un outil en fait de alternatif, de changement de modèle de société, et en fait ce même concept est réapproprié pour au contraire en faire un outil de non-changement des fondamentaux de modèle, puisqu'il y a bien cette idée de croissance, certes verte, mais de croissance. Finalement, face à ces formes d'appropriation, ce que l'on peut aussi observer sur le terrain, et après j'irai sur du concret, c'est que face finalement à ces injonctions plurielles auxquelles les populations, les acteurs sociaux sont soumis, ce que l'on peut observer sur le terrain, ce sont en fait des citoyens qui vont décliner leur propre paradoxe. Bien évidemment, on va retrouver des crispations idéologiques, des oppositions qui peuvent être expliquées par des variables socio-économiques, où on se place par rapport au grand capital, pour utiliser des gros mots des années 70. Mais en fait, ce que l'on peut observer aussi, ce sont des dilemmes internes aux individus. C'est-à-dire que lorsque nous faisons des enquêtes sociologiques, c'est une même personne qui va possiblement à la fois s'exprimer une vraie sensibilité vis-à-vis de la nature, de l'environnement, et en même temps avoir des aspirations qui ne sont pas compatibles avec cette sensibilité à l'environnement. Et bien évidemment aussi, l'autre grand classique qui va être le décalage entre un discours environnemental et une pratique qui ne l'est pas. Et de ce point de vue-là, les enquêtes quantitatives vont même montrer que ce sont bien souvent les personnes qui ont le plus une conviction affichée en faveur de l'environnement, qui ont un mode de vie qui sont le moins environmentally friendly, comme diraient nos amis anglo-saxons, parce qu'en fait, ceux qui se disent le plus sensibles à la protection de l'environnement sont, et c'est une régularité statistique qu'on continue encore à observer, sont plutôt des personnes fortement diplômées, donc tendanciellement des classes supérieures ou moyennes sup, qui ont un niveau de vie qui vont leur permettre de prendre l'avion, d'être suréquipés en électroménager, de partir en vacances, d'avoir une grosse voiture. Donc on observe en plus chez les populations ce décalage-là. Donc moi, ma question est la suivante, finalement, dans cette belle pagaille. Nous, chercheurs, qu'est-ce qu'on peut faire? Quel est notre rôle dans tout cela? Alors on pourrait se contenter d'une place traditionnelle, typiquement en tant que sociologue, de dire observons le monde s'agiter, observons-le, et c'est ce que l'on fait en effet. Mais le parcours qui est le mien et qu'on a évoqué rapidement en introduction me porte moi plutôt à aller vers une application interdisciplinaire. Mais une interdisciplinarité que j'espère, en tout cas j'œuvre, pour lui conserver une posture critique. C'est-à-dire accepter de rentrer dans le jeu tout en se donnant cette capacité qui est le propre de la science, de rester quand même critique par rapport à finalement cette agitation du monde. Je souhaitais, alors j'espère que je vais pas être trop longue, faut que je contrôle le temps. Je souhaitais faire un point sur ce qu'on entend par pluri-inter-transdisciplinaire, parce qu'en fait, on ne met pas tous les mêmes définitions derrière ces mots. Et je me rends compte que mon bagage fait que je ne mets pas forcément les mêmes définitions derrière que les mots qui sont par exemple utilisés à l'UPVD. Ce n'est absolument pas grave, et il y en a pas un qui a raison, l'autre qui a tort. C'est juste à un moment donné, pour être sûr qu'on n'ait pas de quiproquo ou de malentendu, que j'explicite ce que je mets derrière tel ou tel mot. Vous avez certainement dû, comme moi, à un moment donné, tenter de faire un point sur la littérature, sur l'interdisciplinarité. Vous avez certainement dû, comme moi, par moments avoir l'impression à la fois de
par moment de ne rien trouver ou au contraire de trouver trop de choses. Par exemple, on peut tomber parfois sur des textes qui vont utiliser dans le même texte les 3 mots, mais sans clairement les définir et parfois avec des glissements d'un mot à l'autre. Okay. Donc moi, ce que je vous propose là, c'est pas la vérité vraie. Je suis pas en train de vous dire à partir de maintenant tout de suite, il me faudra les définir comme ça. Loin de moi cette idée-là. Juste vous dire moi ce que je mets derrière ce mot, en sachant que je m'appuie sur la veine qui m'a formée, et en particulier les dynamiques des années 80-90 en France, qui étaient portées par le CNRS et par les grands programmes de recherche qui étaient le PIREN, le PIREV, qui ont été des programmes qui ont vraiment marqué la mise en place de politiques scientifiques volontaristes d'interdisciplinarité autour de l'environnement, et notamment associant les sciences de l'environnement et les sciences humaines et sociales. Donc ce sont ces auteurs-là qui m'amènent à proposer ces 3 définitions-là. Donc la pluridisciplinarité, ça serait l'agrégation prudente de différentes disciplines. Donc ce que l'on entend par agrégation, ça pourrait prendre, imaginons pour avoir l'image du rapport de recherche final, puisque c'est souvent ce qu'on doit écrire, un rapport de recherche pluridisciplinaire, c'est finalement un rapport qui va avoir une introduction, une conclusion commune, et ensuite des chapitres disciplinaires. L'idée, c'est que chaque discipline se met d'accord en amont en gros, sur le terrain sur lequel on va travailler, la thématique sur laquelle on travaille, et puis après, chacun repart dans ses pénates et mène son petit bonhomme de chemin le plus rigoureusement possible, voire de temps en temps quelques réunions intermédiaires pour se caler, pour être sûr qu'on n'a pas eu des orientations qui nous éloignaient trop les uns des autres. Ensuite, la transdisciplinarité, elle a eu peut-être même encore le vent en poupe. C'est une mise en cause des frontières disciplinaires, voire carrément des disciplines elles-mêmes. Okay. C'est l'idée que finalement on va tous travailler ensemble, mais on ne va plus distinguer qui est biologiste, qui est sociologue, qui est géologue, et chacun serait en mesure de dire tout sur tout et de faire un petit peu de tout. Alors, dans certains cas, ça peut être pertinent. Moi, de ce que j'ai vécu, c'était pas souvent la bonne solution. Enfin, l'interdisciplinarité, c'est l'interpénétration entre plusieurs disciplines. Donc, c'est l'idée que les disciplines gardent leur entité, c'est-à-dire que le sociologue reste sociologue, le biologiste reste biologiste, mais par contre, nous allons en fait co-construire ensemble une problématique, et je vais vous en dire plus dans un instant. Donc vous l'avez, je pense, compris, je suis extrêmement méfiante vis-à-vis de la transdisciplinarité. Je pense aussi que c'est lié à mon propre parcours et à ma thématique de recherche. Peut-être que d'autres collègues ici ont eu d'autres expériences. Ce que j'ai vécu moi sur le sujet, c'est en fait quelque chose de dangereusement séduisant. Avec des risques de domination épistémique et de perte de robustesse méthodologique. La domination épistémique, typiquement, c'est une discipline qui arrive et qui impose en fait son cadre et qui va finalement phagocyter les autres grilles de lecture. Alors pourquoi pas? Mais de ce que j'ai vécu, j'ai le sentiment qu'on perd en capacité heuristique à faire ça, en fait. Et puis l'autre risque, c'est une perte de robustesse méthodologique. C'est finalement, si chacun fait un peu de tout, on va bricoler. Okay. La pluridisciplinarité peut avoir l'impression de ne pas être finalement suffisamment noble, suffisamment ambitieuse. Je reste convaincue que c'est la voie de la prudence, et ça peut être en fait une première étape quand on réunit des chercheurs qui ne se connaissent pas ou pas bien et qui n'ont pas d'expérience en interdisciplinarité. Ça peut être une période d'acculturation scientifique avant de passer le pas vers quelque chose de plus en interaction. Et enfin, vous l'aurez compris, j'ai vraiment un petit faible pour l'interdisciplinarité. De mon retour d'expérience, c'est là où j'ai trouvé le plus de sources heuristiques, parce que cela permet en fait de garder sa rigueur disciplinaire, tout en s'autorisant à des questionnements épistémologiques réciproques. Et on le verra tout à l'heure, des questionnements épistémologiques qui peuvent aller jusqu'au point de dire mais là, tu as tout un tas de postulats, tu les prouves pas là.
Et là, pourquoi tu dis ça? Mais comment tu le prouves? Vous voyez, se poser des questions qui peuvent être parfois dérangeantes, mais qui ont vraiment l'intérêt de nous pousser en fait dans nos retranchements, de nous sortir de notre zone de confort épistémique et méthodologique. Et concernant la méthodologie en interdisciplinarité, ce qu'on a pu éprouver, c'est aussi une mutualisation d'outils méthodologiques. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas que le sociologue s'improvise biologiste et le biologiste s'improvise sociologue. D'ailleurs, c'est souvent dans le deuxième cas qu'on observe plus que le premier. Mais il s'agit à un moment donné de pouvoir se donner les moyens sur le terrain, d'observer ensemble des processus qui sont proches, d'aller ensemble sur le terrain. Et par exemple, il y a des outils qui favorisent le dialogue. Par exemple, tout ce qui va être SIG, cartographie numérique, c'est un outil que l'on peut mobiliser ou dans lequel on peut rentrer aussi bien des données qui viennent des sciences de l'environnement que des données qui viennent de sciences humaines. Il en est de même pour des bases de données statistiques. Donc voilà, l'idée de mutualiser ces outils. Un autre exemple, alors je ne pouvais pas tout présenter, donc un autre exemple que je ne vais pas traiter là, donc j'en dis 2 mots maintenant. Ça nous est arrivé lorsque l'on faisait des enquêtes sociologiques, en amont de la préparation de l'enquête, de faire une sorte en fait de livre blanc qu'on ouvrait à toutes les disciplines impliquées dans le projet et de leur demander, voilà, dites-nous les informations dont vous avez besoin et nous allons voir, nous, en tant que sociologues, si c'est techniquement possible d'intégrer ce type de questionnement dans nos enquêtes. Et c'est ce qu'on faisait. Alors, c'est ça aussi l'interdisciplinarité, c'est des fois on peut se retrouver à faire des choses qu'on n'aurait jamais fait si on avait été seul sociologue. Et parfois même, au moment où on le fait, on se dit mais pourquoi je suis en train de poser cette question-là, Par exemple, à un moment donné, quand j'avais travaillé dans les Antilles sur les enjeux de moustiques vecteurs, les collègues en entomologie médicale m'avaient demandé de poser des questions sur les fosses septiques des habitants. Ben, ok, on va faire parler les gens sur les fosses septiques. J'étais un peu déconcertée. Et en fait, on a bien fait de faire confiance aux collègues entomologistes parce que, in fine, ça s'est retrouvé être une variable fondamentale qui permettait d'expliquer les interactions entre structures urbaines, architecturales, comportement des individus et présence de moustiques vecteurs et prolifération de ce moustique. Donc voilà, c'est des idées de faire des mutualisations méthodologiques, mais tout en gardant aussi la robustesse méthodologique de chaque discipline. Alors c'est ma dernière diapo sur un peu du discours général sur l'interdisciplinarité. Sur des problématiques environnementales, moi, ce que m'a apporté l'interdisciplinarité en tant que sociologue, c'est en travaillant avec des sciences de l'environnement, cela me permet en fait de réintroduire la matérialité du vivant dans les sciences humaines. C'est vrai qu'en sciences humaines, on a souvent tendance à partir un peu vite sur la symbolique, le ressenti, et on reste accroché, attention, vous n'allez pas nous en débarrasser. Mais c'est vrai que de travailler avec des collègues d'autres disciplines, que ce soit de la biologie, de la géologie ou de l'entomologie, vous nous rappelez un petit peu de temps en temps en disant non, mais ok, c'est peut-être du symbolique dans la société, mais à un moment donné, le moustique, il est vraiment là. À un moment donné, la falaise, elle s'écroule vraiment. Donc, voilà. Donc ça, voilà, c'est quelque chose qui m'a apporté beaucoup. Et inversement, les collègues en sciences de l'environnement avec lesquels j'ai travaillé, j'ai vraiment ressenti que petit à petit, en travaillant avec nous au quotidien, ça leur permettait un petit peu de dédramatiser la présence de l'être humain dans la nature. Okay. Même si l'être humain reste profondément destructeur, on en est d'accord, mais à un moment donné, d'avoir aussi des situations qui permettaient aux collègues en sciences de l'environnement de comprendre aussi pourquoi l'humain faisait telle ou telle chose, comment il les faisait, et comment, il y avait aussi à un moment donné des interdépendances entre les deux. Je suis très attachée à une sociologie de terrain et de façon logique à une interdisciplinarité par le bas. Si on reste constamment dans une salle, on va finir par se disputer. Donc, à un moment donné,
c'est important régulièrement d'aller ensemble sur le terrain. Et en allant ensemble sur le terrain, ça nous permet aussi de visualiser concrètement les contraintes des uns et des autres. Par exemple, alors je reprends encore ce même programme que je ne vais pas détailler par la suite, donc était un programme sur les moustiques vecteurs, qui réunissait des entomologistes, de la biologie végétale, de la géographie, de la sociologie. Et à un moment donné, on commençait à entre guillemets, se disputer entre sociologues et biologistes sur la mise en place du protocole. Parce qu'en fait, les unes et les autres, c'était des nanas, ça serait un autre sujet. Pourquoi je me retrouve souvent en interdisciplinarité avec des filles, ça serait à voir. Et en fait, parce qu'on ne comprenait pas les contraintes même techniques de l'autre discipline. Et en allant ensemble sur le terrain, on a dit ah mais oui, je comprends, là tu peux pas faire tout ton inventaire dans le jardin sur le même temps que notre entretien. Donc voilà, on a trouvé des solutions, des astuces. Et enfin, le dernier point sur lequel, qui défend mon idée d'interdisciplinarité par le bas et qui contredit ce que je viens de faire à l'instant de blablater pendant 10 minutes de façon générale sur l'interdisciplinarité. L'interdisciplinarité, alors ça, j'oserais pas l'écrire, mais je le dis à l'oral. L'interdisciplinarité, c'est comme le sexe. C'est pas ceux qui en parlent le plus qui en font le plus. Donc arrêtons d'en parler et voyons concrètement ce que l'on peut faire. L'interdisciplinarité, moi ce que j'ai vécu, c'est aussi bien une interdisciplinarité avec des sciences non humaines, sciences de l'environnement, sciences de la vie, sciences de la terre, entomologie, océanographie, mais aussi une interdisciplinarité au sein des sciences humaines. Et en fait, contrairement aux idées reçues, la largeur des fossés épistémiques ne préjuge pas de la difficulté de les franchir. On s'est parfois presque plus violemment disputé avec des économistes qu'avec des biologistes. Alors quand je dis disputer, vous imaginez bien que je caricature un petit peu le trait, hein, c'était juste avoir des visions différentes du monde. Donc voilà, c'est un point que je voulais quand même rappeler. Alors pourquoi c'est pas forcément plus facile au sein des sciences humaines? C'est parce qu'en fait, nous sommes différentes disciplines à porter un regard différent sur un même objet d'étude. Voilà. Et j'irai même plus loin, c'est que nous, entre sociologues, nous sommes dans une discipline qu'on appelle une discipline non paradigmatique au sens de l'épistémologue Thomas Kuhn, c'est-à-dire qu'on n'a pas un paradigme dominant, on a plusieurs paradigmes. Donc même à la limite, c'est pas forcément plus facile de mettre autour d'une table 3 sociologues qui appartiennent à 3 paradigmes différents que un sociologue, un géologue et un biologiste. Voilà. Donc je voulais juste dire ça. Et en dire un peu plus sur là où on peut avoir des difficultés et comment les anticiper. Donc du point de vue méthodologique, une des difficultés classiques, c'est la tension entre le quantitatif et le qualitatif. C'est-à-dire qu'en sciences humaines, on a tout un pan de notre arsenal méthodologique qui n'est absolument pas basé sur le chiffre. Et ça, pour des collègues de sciences non humaines qui n'ont pas l'habitude de travailler avec nous, en premier abord, c'est souvent déconcertant. L'absence de chiffres donne une impression d'une absence de rigueur, d'une absence de fiabilité. Et je voulais juste, j'ai souligné les mots-clés, hein, je voulais juste vous rappeler cette citation de Auguste Comte. Auguste Comte était un mathématicien. C'est aussi le père de la sociologie. Donc c'est intéressant de voir comment le père, quand je dis de la sociologie, c'est le père c'est celui qui a inventé le mot sociologie et qui soulignait très tôt en fait cette tension entre quantitatif et qualitatif. Et je voulais juste, voilà, les mots clés, hein, ne pas confondre le degré de précision avec le degré de certitude. Et en fait, une proposition très certaine peut ne comporter qu'une précision fort médiocre et inversement une proposition tout à fait absurde peut être extrêmement précise. Voilà, donc c'était juste pour nous dire que de mon point de vue la science, et d'ailleurs de la point de vue de Comte aussi, la science n'est pas exacte, aucune science est exacte. Par contre certaines disciplines ont des outils qui leur permettent de produire des mesures qui peuvent être exprimées avec des chiffres qui donnent une impression d'exactitude.
Un autre élément, alors là ça va être plus sur les irritations épistémologiques. Quand on travaille sur des thématiques environnementales, ce que l'on a, alors de moins en moins, parce en tout cas on a fait un pas l'un vers l'autre. Mais ce que l'on avait il y a une vingtaine d'années, c'était de façon récurrente une tension entre des sciences humaines qui avaient tendance à avoir plutôt une posture anthropocentrée et des sciences de l'environnement qui avaient tendance à avoir une posture biocentrée. En gros, chacun défendait l'un l'homme et l'autre la nature. Et j'ai l'impression que cette crispation s'est vraiment, vraiment nuancée depuis ces dernières décennies, que finalement l'humain est contre la nature, mais il est surtout tout contre la nature, et que nous sommes allés les uns et les autres vers une éthique pour reprendre le vocabulaire de Catherine Larère. Alors c'est une philosophe, Catherine Larère, mais elle a de mauvaises fréquentations. Son conjoint est sociologue, ça peut peut-être aussi expliquer ceci, mais il n'en reste pas moins que voilà, elle a mis en avant cette notion aussi d'écocentrisme qui vise en fait à souligner que nous sommes dans une communauté biotique dont l'être humain fait partie. Et aujourd'hui, de plus en plus, dans les projets interdisciplinaires, sciences de l'homme, sciences de l'environnement, auxquels je participe, on est assez d'accord les uns et les autres sur ça. Alors sur la critique. Donc je vous disais à l'instant qu'on était de plus en plus d'accord les uns et les autres sur une éthique environnementale éco-centrée. Il n'en reste pas moins, et là je reviens à ma posture de sociologue plus entre guillemets orthodoxe, il n'en reste pas moins que, pour reprendre le dicton populaire, l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est pas parce que on est d'accord sur une cause commune que, au nom de cette cause commune, il faut se dispenser d'avoir en fait un regard critique. Okay. Et souvent, ce qu'on peut nous répondre par rapport à ça, c'est de dire oui, mais si tu as un regard critique, ça veut dire que tu peux critiquer tout le monde, y compris ceux qui défendent l'écologie. Et en effet, c'est ce que l'on fait parfois. Et ce faisant, on peut être de ce fait accusé de prendre le parti des pollueurs, du grand capital. Mais voilà, je reste fidèle à la proposition de Luc Boltanski, hein, qui fait partie des enseignants que j'ai pu entendre en séminaire, qui ont nourri ma réflexion. Et Boltanski lui-même a fait ça. Je ne sais pas s'il y a des sociologues ou des humanistes dans la salle, des sciences humaines, mais Boltanski, il a fait des allers-retours. C'est-à-dire qu'en début de carrière, c'était un bourdieusien patenté, donc sociologie hypercritique. Après, il a tué le père et il est parti vers des propositions théoriques qui dénonçaient en fait les travers d'une sociologie critique. Et là, aujourd'hui, il est revenu finalement, il a refait un peu un effet de balancier en disant mais en fait le seul fait d'avoir une posture critique, ça veut dire c'est possible d'avoir un regard extérieur au monde, et ce qui amène, voilà ce que j'ai mis surligné. Donc ça veut dire que cette réalité qu'on observe, ce n'est pas le monde, et ça veut dire que le monde pourrait être autre. Donc être critique, c'est aussi une façon d'être engagé, hein, si on suit Boltanski, et je suis fort tentée de le suivre en ce sens. Allez, assez de propos généraux sur l'interdisciplinarité, action. Je vous propose deux très rapides, j'espère pas trop bâclés, retours d'expérience, et un projet qui est en train d'émerger ici. Donc, un premier retour d'expérience qui porte sur le territoire des Calanques, qui est depuis est devenu un parc national français. Hein. Un autre sur la transition énergétique dans les Hautes-Alpes, en particulier sur les stations de ski, et le projet, on verra tout à l'heure. Donc, concernant les Calanques, je vais m'appuyer sur deux programmes de recherche différents. Un qui était un programme interdisciplinaire sciences de l'homme, sciences de l'environnement, et l'autre qui était un programme interdisciplinaire interne aux sciences humaines. Donc là, je vous dis quelques mots sur le programme qui était donc sciences de l'homme, sciences de l'environnement. C'est un projet qui avait pour objectif, en tout cas initial, de caractériser la fréquentation d'un littoral et de déterminer des indicateurs de vulnérabilité, et en l'occurrence de vulnérabilité écologique. Comme assez souvent sur ces genres de grands programmes, ce sont les sciences de l'environnement qui sont venues nous chercher, nous, sciences humaines. Et
et ça, il faut le reconnaître, je suis pas sûre que historiquement, si à un moment donné on n'était pas venu nous chercher, je suis pas sûre que la sociologie soit, enfin, j'ai un problème de conjugaison là. Des linguistes dans la salle. Je ne suis pas sûre que la sociologie, bref, excusez-moi, serait, merci, serait allée vers cette thématique-là, parce qu'en fait, historiquement, c'est pas une discipline qui était incitée à le faire. Mais en tout cas, des chercheurs en sciences de l'environnement sont venus nous solliciter et nous avons répondu présent, y compris pour ce projet. Et par contre, nous avons fait ce travail que j'évoquais à l'instant. C'est-à-dire que quand les collègues sont venus nous chercher, la question c'était est-ce que vous pouvez nous faire des enquêtes sociologiques sur la surfréquentation ? Et on leur a dit, mais qu'est-ce que c'est que la surfréquentation ? Mais est-ce qu'il y a surfréquentation ? Et donc le premier travail que nous avons fait ensemble, ça a été de déconstruire cette notion de surfréquentation en disant ben, on ne peut pas postuler qu'il y a surfréquentation, il va falloir qu'on décortique un petit peu ce concept-là et aussi qu'on aille voir sur le terrain est-ce que ça fait sens pour les usagers de ce territoire de parler de surfréquentation et est-ce qu'ils vivent ce territoire comme étant en situation de surfréquentation. Donc là, dans le cadre de cet exposé, je vais vous présenter un tout petit bout de ce programme qui est un focus sur une calanque en particulier que vous avez en photo ici, qui est la calanque de Sormiou. Et un focus dans cette calanque de Sormiou sur la question de la plaisance, okay, des bateaux qui viennent là dans la calanque, qui jettent leur ancre et qui s'installent ici pour quelques heures ou pour quelques jours. Donc l'enjeu en fait pour les sciences donc en écologie marine, l'enjeu ici ce sont les herbiers de Posidonie qui sont en effet, et la littérature le confirme, qui sont significativement impactés par les ancres des bateaux qui, chaque fois qu'elles sont posées au fond du sol, s'accrochent dans les herbiers, qu'elles sont retirées, arrachent des herbiers. Donc voilà, l'enjeu environnemental est sur cette question-là en particulier. Et nous, ce que nous avons fait du point de vue de la sociologie, c'est que nous avons réalisé des enquêtes auprès des plaisanciers, dans des enquêtes qualitatives et des enquêtes quantitatives. Donc nous sommes allés sur site avec un petit kayak, là vous me voyez œuvrer, et nous avons posé un appareil photo qui a pris donc des photos toutes les 10 minutes pendant 19 mois. Et en plus de cela, les collègues en océanographie ont réalisé en fait des cartographies des fonds. Donc ça c'était pour le protocole. Pendant les enquêtes, entretien et questionnaire, on montait sur les bateaux des personnes qui voulaient bien nous laisser monter. Et en fait, on avait un GPS et on prenait le point GPS du bateau pour ensuite croiser nos données sociologiques avec les données géoréférencées, donc photographiques. Et lors de nos enquêtes, donc là c'est le résultat de l'enquête par questionnaire, à un moment donné, nous demandions aux personnes d'exprimer en fait ce qu'elles ressentaient au moment de l'enquête. On leur demandait si, au moment où on parlait, si elles considéraient que en fait il y avait trop de monde dans la calanque. Et ce petit graphe en fait montre comment il n'y a pas de corrélation entre le nombre de bateaux qu'on a objectivement compté grâce aux appareils photo et ce que en fait les plaisanciers déclarent. Hein. C'est-à-dire que pour un même nombre de bateaux comptés, on a quasiment des gens qui vont de on très peu fréquenté à c'est très fréquenté. Okay. Donc on voit clairement qu'il se passe autre chose qu'un simple nombre de bateaux dans la calanque. Lorsque nous avons fait les entretiens, donc pour les non-sociologues, donc l'entretien c'est un temps d'échange. On va parler avec les gens, on fait parler longuement les gens pour vraiment comprendre leur raisonnement, vraiment le comment de ce qui n'est pas possible de faire avec un questionnaire où on pose des questions très courtes. Et en fait, ces entretiens nous ont permis d'identifier que ce qui se tramait, c'est qu'il y avait en fait des distorsions cognitives microscalaires. Donc là, la carte que vous voyez en haut à droite, c'est en fait un cumul des bateaux comptés. Et vous voyez en fait, c'est qu'il y a une forte densité de bateaux dans certains endroits.
Et ce qui se passait tout simplement, c'est que c'est les gens qui se retrouvaient pris au milieu de ces fortes densités avaient l'impression qu'il y avait énormément de monde dans la calanque, alors que c'était pas le cas. C'est juste qu'ils s'étaient mis, ou ils s'étaient fait rejoindre d'ailleurs par d'autres bateaux. Ensuite, ce que l'on a pu voir lors des entretiens, c'est que il y avait souvent des stratégies en fait de sous-estimation du niveau de fréquentation. C'était des stratégies déclaratives. L'enquête a été faite en plein moment de controverse autour de la création du parc. Et dans les entretiens, en fait, les personnes nous disaient mais attendez, si je vous dis qu'il y a trop de monde, on sait que le parc va réglementer derrière. Donc, on ne veut pas vous dire qu'il y a trop de monde. Voyez, et l'autre facette qui ressortait aussi, c'était des postures éthiques. Éthique dans le sens solidaire. C'est-à-dire que plusieurs personnes nous ont dit, mais écoutez, moi j'adore cet endroit. Oui, je trouve qu'il y a trop de monde et j'aimerais bien être tout seul au milieu de la calanque. Mais il n'y a pas lieu que j'interdise à autrui de jouir du plaisir que le mien ici. Donc j'accepte cette cohabitation. Donc voilà, on a pu grâce aux entretiens observer ce genre de posture-là. Ce qui a pu être aussi observé, c'était par contre une forte critique de la malfréquentation. Des discours du type, finalement, le problème n'est pas dans le nombre de personnes, mais dans le comportement de certaines personnes. Alors là, la formule sartrienne, l'enfer et les autres, était récurrente. On était toujours en fait le méchant de l'autre. Donc les bateaux à moteur disaient que c'était les bateaux à voile qui polluaient, les bateaux à voile, oui, je vous assure, les bateaux à voile, disaient que c'était les bateaux à moteur, les plaisanciers disaient que c'était les promeneurs, enfin voilà, chacun trouvait que c'était l'autre type d'usager qui avait un impact environnemental plus grand que le sien. Un autre élément, alors là, qui nous vient de l'écologie marine, et qui, je pense, n'aurait pas forcément pu être mené si on n'avait pas eu cette discussion avec les sciences humaines. Donc là, toutes mes excuses, je suis pas biologiste, donc je vais peut-être pas présenter ça avec la rigueur qu'il faut. Hein. Ce travail a été fait par les collègues du MIO, du laboratoire d'océanographie de Marseille. Et en fait, ce que vous voyez, c'est une cartographie, on voit pas bien les dates. Peut-être qu'en haut, oui, si vous voulez, voyez mieux. Une cartographie en fait historique. Donc en vert, ce sont les herbiers de Posidonie. En jaune, c'est le sable. En gris, ce sont des herbiers de Posidonie particulièrement dégradés. Hein, parfois où il ne reste que ce qu'on appelle des mattes, c'est-à-dire il reste que les racines et quasiment plus de végétal vivant au-dessus. Et ce que l'on observe en fait, c'est que certaines hypothèses ont été infirmées. C'est-à-dire que par exemple, vous voyez les grandes zones jaunes qui sont là, qui sont à notre gauche, les collègues océanographes et même nous sociologues, on pensait que c'était lié à l'époque où il n'y avait pas de réglementation du zonage de la pêche, du mouillage, et on pensait que c'était là où tous les gens venaient se mouiller parce que c'était proche de la plage. Et alors peut-être qu'il y avait, c'était le cas, mais en fait, ce que les collègues ont montré, c'est qu'ici, il n'y a pas de Posidonie et probablement il n'y en a jamais eu parce qu'il y a un effet de contre-courant. Alors là, je pourrais pas vous en dire plus, hein, je vous renvoie à leurs travaux, mais il y a un effet de contre-courant. De toute façon, les Posidonies ne poussent pas. Un autre élément, donc vous l'avez lu, hein, c'est qu'en fait, il y a certaines zones particulièrement dégradées qui sont pas du tout liées au bateau, mais qui sont en fait des conséquences de bombardements qu'il y a eu pendant la Seconde Guerre mondiale et qui ont été, vous les voyez, hein, ce sont les trous. Hein, vous voyez les trous là, jaunes. Voilà. Et un autre effet pervers, c'est qu'en voulant protéger le fond de la calanque, il y a eu des balisages qui font que maintenant tous les bateaux vont se coller au balisage, et donc on a cet effet de condensation, concentration là que je vous montrais tout à l'heure. Donc voilà un petit peu pour ces questions de fréquentation, et on se rend compte que voilà un concept qui peut paraître évident de surfréquentation se retrouve être pluriel et à fort enjeu politique. Donc c'est un petit peu ce que montrent ces travaux-là. Et dans l'autre programme que sur ce même territoire, on a essayé de creuser en fait ce point que j'évoquais tout à l'heure, qui était ce sentiment, enfin cette éthique et cette déclaration de dire non, mais si je vous dis que
il y a trop de monde, on va interdire. Et dans un second programme, nous avons travaillé en fait sur ce qu'on a appelé l'effort environnemental et sur les enjeux en fait de justice et d'équité au nom de l'environnement. Donc c'est un programme qui avait été coordonné par mes collègues Jacqueline Cando et Valérie Deldrève. Et bon, on a publié quelques trucs sur le sujet si vous voulez aller creuser l'affaire. Donc en fait, dans ce projet-là, alors je rentre pas dans le détail de la méthodologie sur ce projet-là parce qu'elle est beaucoup plus classique. Hein. C'est de la méthodologie sciences humaines avec des entretiens semi-directifs, avec les géographes, on fait de la spatialisation de données préexistantes. Voilà, donc je gagne du temps sur ça. Et je vais surtout vous présenter comment, dans ce programme, on a fait nos Boltanski, c'est-à-dire qu'on est allé titiller les concepts et on a eu ce regard critique-là. Alors, ce concept d'effort environnemental, qu'est-ce que c'est? Donc les filles l'ont défini comme une contribution qui est sollicitée par l'action publique au nom de l'environnement et qui revêt différentes modalités comme rendre un accès payant ou réduire un accès à certaines ressources ou un accès à un site qui vont induire des changements de pratiques, voire même dans certains cas davantage exposer des individus à tel ou tel risque. Okay. Ce travail, nous l'avons mené alors sur plusieurs territoires, mais là je reste centrée sur les Calanques. Et dans les Calanques, nous avons travaillé aussi bien sur les usages terrestres que marins. Pour ma part, j'ai particulièrement été impliquée sur les usages marins. Alors, j'avais aussi envie de travailler sur le terrestre, mais en fait, dans une autre vie, j'étais monitrice de voile, donc je faisais partie de l'équipe des gens qui étaient capables de faire des enquêtes sociologiques en mer sans vomir. Donc voilà. Donc je me suis retrouvée à aller faire des observations aussi directes, voire participantes, avec des plongeurs, des chasseurs sous-marins. Voilà, donc je suis restée sur ces thématiques marines. Et ce que l'on a pu observer, alors en marin et en terrestre, c'est que on a quand même une constante observée sur le terrain, c'est que l'effort environnemental est plus fort pour les populations qui sont les plus vulnérables socialement. Et cette situation, en fait, est d'autant plus paradoxale que dans bien des situations, et notamment dans les situations que nous avons pu observer, ces populations qui sont plus vulnérables socialement sont celles qui ont d'emblée un impact environnemental plus faible. Ça revient un petit peu à ce que je vous disais tout à l'heure dans l'introduction générale. Okay. Je vais vous prendre l'exemple de la création de zones de création de non-pêche. Ces zones, en fait, elles ont été créées et la pêche y est interdite pour tout le monde. Et ce qui est ressorti dans nos enquêtes, c'est que finalement, les pêcheurs amateurs ou les chasseurs amateurs sont, pour bonne partie, malgré le discours ambiant marseillais d'ailleurs, sont en fait pour bonne partie des personnes qui sont bien dotées en capital économique, qui ont un bateau. Et finalement, pour qui la rade de Marseille est une cour de récréation pendant les week-ends, mais qui, pendant les vacances, ont un capital économique qui vont leur permettre d'aller faire de la pêche au gros au Mexique ou de la chasse dans des destinations lointaines, chères et avec fort impact carbone pour s'y rendre. Donc finalement, ils sont certes, ils peuvent plus aller pêcher au planier comme ils avaient l'habitude de faire depuis tout petit, mais ils ont des alternatives. Tandis que les petits pêcheurs professionnels, artisanaux, qui étaient déjà très malmenés économiquement par la situation, eux aussi étaient soumis à ces zones d'interdiction de pêche et se retrouvaient très fortement impactés par ce type d'interdiction. Donc voilà ce genre d'exemple-là. J'ai perdu le fil de la temporalité. C'est-à-dire, je dois finir à quelle heure? J'ai commencé à 13h hein? Non, mais ça va. Bon, non, mais il faut laisser... Non, c'est important, j'aimerais bien avoir aussi des retours. Donc, dans ce contexte-là,
réfléchir à la transition de ce territoire qu'est le territoire du parc national des Calanques, c'est être vigilant sur l'impact écologique des pratiques anthropiques, sans perdre de vue qu'il y a aussi des enjeux d'équité sociale. Hein. Et une des problématiques fortes de ce parc, c'est cette tension entre protection de la nature et équité sociale. Alors, nous avons fait des propositions auprès des acteurs. Certaines ont été entendues, mais sont aujourd'hui considérées comme pas vraiment réalisables. D'autres n'ont pas du tout été entendues. Parmi certaines propositions qui ont été faites, et c'est pour ça que je vous ai mis cette photo-là, alors c'est une proposition que je fais moi, mais tous mes collègues sociologues ne sont pas d'accord avec cette proposition. Mon discours est de dire, mais pour réguler la fréquentation dans la ville, une stratégie pourrait être aussi de rendre de nouveau pour réguler la fréquentation dans la nature, une des stratégies pourrait être aussi de rendre de nouveau désirable la ville. Et le parc des Calanques est révélateur. C'est un parc qui est adossé à une ville de quasiment 1 million d'habitants, une ville en fait qui souffre. Marseille, la ville de Marseille et la littérature urbanistique et sociologique le montrent. C'est une ville en fait qui souffre d'un énorme retard d'aménagement urbain, qui a été en fait petit à petit privée d'espaces publics en libre accès, en particulier d'espaces verts. C'est une ville dans laquelle la circulation piétonne et vélo est particulièrement périlleuse. Donc c'est une ville en fait qui a besoin de gagner en qualité de vie, car en effet dans les Calanques on voit toute une partie des usagers des Calanques qui viennent dans les Calanques pour trouver, parce que la ville devient invivable à certains moments de l'année, en particulier quand il fait chaud. Voilà. Donc il y avait cette idée-là qui ressortait. Et ensuite, une autre idée, et là qui était plus difficile à entendre, c'était, et qu'on adresse pour le coup aux sciences de l'environnement, c'était vraiment être attentif à l'objectivation de l'impact écologique des pratiques. On s'est rendu compte, en fait, notamment au sein de l'ancienne version du comité scientifique du parc, qu'il y avait un manque de clarté entre discours moraux et discours scientifiques. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que certains collègues, en fait, disaient qu'il fallait enlever ce type de pratique, mais ils n'avaient pas la preuve qu'il y avait véritablement un impact écologique. Mais en fait, on était quasiment dans une lutte des classes. On avait un universitaire qui considérait que cette pratique avait pas lieu d'être dans les Calanques. Mais en fait, on n'avait pas. Alors, je vais vous prendre un exemple très concret. Une originalité du parc des Calanques, c'est que les quartiers les plus proches du parc, en fait, pour certains d'entre eux, sont des quartiers populaires. Et en fait, et c'est d'ailleurs une hypothèse qui a été faite par les collègues spécialistes de Marseille. Pourquoi à chaque fois en France, quand il y a des grosses émeutes urbaines, pourquoi finalement à Marseille ça explose pas, alors que pourtant économiquement, socialement, on est une ville qui a tout pour exploser. Et en fait, une des hypothèses des collègues qui sont spécialisés de la ville, c'est de dire parce qu'en fait justement ces populations, elles ont ces zones en fait où elles peuvent respirer. Et en effet, typiquement, comme le quartier de la Cayolle, c'est un quartier qui est très dur, mais il y a ce qu'on appelle à Marseille les minots de la Cayolle qui vont s'exciter dans les massifs, pousser des cris et sauter dans l'eau. Et c'est un exutoire qui est fabuleux pour eux. Et honnêtement, pour le moment, on n'a toujours pas de preuves scientifiques comme quoi un groupe de gamins qui hurlent et qui sautent dans l'eau pose un véritable impact écologique, en tout cas pas plus que des voiliers et des bateaux. Mais là, il y a une posture morale, en fait, quasi, voire même de lutte de classe dans ce qu'il faudrait faire ou pas dans la nature. Voilà. Donc ça, on l'a dit, et ça n'a pas plu. Hein, voilà. Alors, j'avais prévu un deuxième exemple. J'ai presque envie de le passer, sauf s'il y a des amoureux fous de la montagne ici. Vous? Bon,
Alors, je vais vous le faire très très vite. Donc ça, c'est un petit projet que j'ai coordonné et qui va continuer avec une collègue, Emeline Hatt. Alors c'est intéressant parce qu'Emeline avait fait sa thèse sur les Pyrénées et est venue en poste dans les Alpes, et moi j'étais dans les Alpes et je viens chez vous, enfin chez nous, parce que maintenant c'est chez moi aussi puisque je m'acculture. Et en fait, c'est le conseil régional PACA qui nous a sollicité pour faire un petit projet sur la transition énergétique des stations de ski. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que quand ils sont venus nous chercher, ça a été de dire, voilà, on voudrait que vous fassiez une enquête pour faire en sorte que les stations de ski développent de l'énergie renouvelable. Et donc là, on a refait ce travail de définition de la transition énergétique. On leur a dit, mais attendez, si vous, votre vrai questionnement, c'est la transition énergétique, il y a beaucoup d'autres choses avant l'énergie renouvelable. Et notamment, si on prend la grille de lecture du scénario Négawatt, il y a ce qu'on appelle la sobriété et l'efficacité. Donc, on a négocié avec nos commanditaires, on a dit, non, on veut bien relever le défi, mais par contre, nous souhaitons mettre en priorité dans ce travail de réflexion les dimensions sobriété, efficacité avant que d'aller vers les dimensions énergie renouvelable. On y va aussi, on va y aller, il n'y a pas de souci, mais on veut aussi intégrer la sobriété et l'efficacité. Alors, juste pour avoir le contexte, pourquoi nous, on a été très attentifs à ce point-là, c'est que la littérature, de ce point de vue-là, est assez claire. Le modèle de la station de ski alpin moderniste, aujourd'hui, c'est complètement essoufflé. Il est clairement peu vertueux du point de vue de l'environnement, mais il est aussi vulnérable. Il est vulnérable par rapport au changement climatique, il est vulnérable par rapport aux crises sanitaires, il est vulnérable par rapport à sa dépendance à l'énergie, et aussi il est vulnérable économiquement. C'est-à-dire que pour des auteurs comme Philippe Bourdeau, ont par exemple montré qu'aujourd'hui une station de ski n'est rentable avec de la spéculation foncière. Or, plus on fait de la spéculation foncière, plus il y a de monde sur les pistes, donc il faut de nouveau reconstruire de remontées mécaniques pour rendre la station désirable. Mais pour que ces remontées mécaniques soient rentables, il faut de nouveau reconstruire du résidentiel, un cercle vicieux, qui, comme l'a souligné Vincent Vlès, qui a beaucoup travaillé sur les Pyrénées, puisqu'il était à Pau et Toulouse, et il a pas mal travaillé sur les PO. Parce que Vincent montre, c'est qu'on a aujourd'hui plutôt une tendance de fuite en avant qui va en plus aggraver ces vulnérabilités. Donc, raison de plus de se poser la question de la transition des stations de ski, en commençant par leur transition énergétique. Alors, on a fait un petit tour. Alors, je dis on, mais en fait, non, c'est une ancienne étudiante que j'ai eu le plaisir d'accompagner, qui, dans le cadre de son stage à la région, a fait en fait un inventaire des financements par la région PACA qui avait été accordé aux stations de ski durant le projet qui s'appelait Station de demain, qui a été des financements des années 2010. Et ce projet Station de demain, au début, était annoncé comme un projet qui pour l'avenir des stations. Okay. Et vous voyez, regardez la répartition de ce qui a été financé. On a 100 projets qui sont en fait du financement directement du ski alpin, dont 42 qui sont du financement de ce qu'on appelle pudiquement de la neige de culture, de neige artificielle. 24 qui sont en fait de la diversification de l'offre touristique, 22 sur des développements numériques, et seulement 3 qui ont vraiment une dimension d'écologie ou de transition énergétique. Et un autre point important, c'est que en plus, une majorité de ces financements a été captée par les stations de ski les plus grandes, donc qui sont les plus impactantes sur le territoire. Alors d'autres étudiants à nous, oui, ce que je vous ai pas précisé, c'est que quand j'étais au pôle universitaire de Gap, qui dépend d'Aix-Marseille Université, j'ai animé une formation qui s'appelle Gestion durable des territoires de montagne. Et on avait beaucoup de projets recherche, pédagogie et acteurs du territoire. Et donc là, c'est un autre groupe d'étudiantes qui a fait en fait un diagnostic des stratégies énergétiques des stations. Elles ont regardé, alors leur diagnostic porte principalement sur les dimensions urbanistiques, architecturales et techniques de la transition. Et il ressort en fait de ce travail que ce sont principalement des solutions high-tech qui sont privilégiées,
hein, c'est-à-dire que on est très loin de solutions qui concernent la sobriété. Et donc de solutions qui concernent la sobriété qui pourraient potentiellement amener à questionner le modèle moderniste et techniciste de la station de ski. Et un autre élément, encore une fois, eh ben, ce sont les stations les plus grosses qui en fait donnent l'impression d'avoir le plus avancé dans leur transition énergétique, mais parce que en fait aujourd'hui cette transition énergétique elle est high-tech. Donc en effet ça c'est encore les plus riches qui donnent l'impression d'avoir fait plus, mais parce qu'elles ont plus de moyens. Et en outre, si vous voyez, c'est pour ça qu'on veut surtout pas mettre la carte toute seule, parce que quand on met la carte toute seule, ça donne l'impression que les plus grosses stations sont les meilleurs élèves en termes de transition énergétique. Mais comme au départ, ce sont aussi les plus impactantes sur le territoire et en termes d'impact carbone, ça serait voilà, ça serait complètement biaisé d'en conclure cela. Alors un autre élément que je voulais aussi partager avec vous sur ce travail-là, alors c'est une toute petite enquête. Franchement, au début, on pensait pas qu'on allait pouvoir en faire quelque chose parce que vous voyez, c'est une petite enquête par questionnaire qui a été faite par une autre étudiante. Elle a eu que 71 réponses, c'était cette année, mais en fait, j'ai fait tourner un peu quelques stats et j'ai des stats significatifs qui ressortent. Donc, enfin voilà, toute proportion gardée, on n'a que 71 réponses. Donc c'est une enquête qui a porté plus précisément sur le Dévoluy. Qui est donc un territoire à côté de Gap, sur lequel on a un domaine skiable, on a 2 stations de ski, dont une qui est caricaturale de la station de ski des années 60 avec les immeubles, vous voyez les immeubles des années 60. Et donc Rosa Pernin a interrogé les riverains, les résidents de ce territoire, résidents principaux et résidents secondaires. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est, vous voyez dans ce graphique-là, c'est que certes, une majorité d'entre eux considèrent que le maintien de l'activité ski demeure prioritaire pour ce territoire. Mais vous voyez, si vous recontextualisez avec d'autres priorités, pour le dire un peu naïvement, c'est pas la priorité la plus prioritaire, hein, puisqu'ils mettent quand même en avant la qualité de l'environnement, l'emploi, l'accès à la ressource en eau, le logement, le transport. Voyez, donc on voit que côté résident, eh bien, il y a quand même d'autres priorités qui commencent à prendre le pas sur le maintien du tout ski. Ce que l'on peut voir ici, alors du coup, j'ai un effet de lumière, je vois rien sur mon écran. Je vous avoue, j'ai pas par cœur les chiffres. Voilà. Ce que l'on peut voir quand même, c'est qu'il va avoir un lien, et je vais tout de suite passer à la diapo suivante. C'est qu'il va avoir un lien aussi entre le profil des individus, le regard qu'ils ont sur le changement climatique et leurs aspirations en termes de priorité ou pas de priorité par rapport au modèle ski. Et voilà, j'ai fait une ACM, et même l'ACM, elle était significative uniquement avec 71 réponses. C'est fabuleux les statistiques. Donc en fait, ce qui ressort de cette petite ACM, c'est que la priorisation du maintien ski dans le Dévoluy tend à être défendue par les résidents secondaires qui pratiquent le ski alpin et qui se disent sceptiques vis-à-vis du changement climatique et qui se disent aussi sceptiques vis-à-vis du fait qu'il y a une diminution de l'enneigement. Okay. Et inversement, le maintien du ski dans le Dévoluy n'est pas considéré comme prioritaire par les résidents, qu'ils soient d'ailleurs principaux ou secondaires, qui ne pratiquent pas ou plus le ski alpin, qu'ils font le constat qu'il y a en effet du changement climatique et des effets du changement climatique qu'ils voient d'ores et déjà dans les Alpes, et qu'ils font aussi le constat qu'il y a une diminution d'enneigement. Donc en fait, ce qui est intéressant dans ce genre de petite enquête, alors il faudrait la rendre plus robuste et augmenter la taille de l'échantillon incontestablement, mais finalement on voit comment on a pour certains une forme de déni et de jusqu'au boutiste, et pour d'autres voilà une progression, quelque chose qui avance dans cette réflexion en faveur d'une transition. On a aussi interrogé ces riverains sur leur pratique quotidienne et sur leur acceptabilité. Je vais juste, parce que je voudrais pas parler encore trop longtemps, juste regarder le graphe en dessous, parce que vous allez voir qu'on va retrouver encore cette notion de justice environnementale. C'est-à-dire que le principal facteur qui leur rendrait plus acceptable de changer de mode de vie au nom
de la transition énergétique, c'est finalement un sentiment de justice. Hein. C'est que les changements soient partagés de façon juste entre tous les membres de la société. Donc je pense que ça, dans les réflexions actuelles sur là où les transitions énergétiques, écologiques, environnementales, cette question de justice, elle est incontournable. Alors sur la transition, finalement, quelle transition pour les stations de ski? Donc je vais être très décevante, hein, je ne vais pas vous donner la réponse parce qu'on l'a pas encore. Par contre, là où dans la littérature, il y a quand même un consensus qui ressort dans la littérature, c'est que le modèle de la station de ski est en crise. Okay. Et cette crise, si on reprend une citation classique de Gramsci, finalement la crise, c'est quand le vieux se meurt et que le jeune hésite à naître. Voilà. Et donc ils sont à la recherche d'un autre modèle, ils l'ont pas encore trouvé, ils sont beaucoup encore dans la confiance du high-tech. Il y a vraiment aussi une mise en cohérence des politiques publiques. Hein. Quand vous voyez par exemple la région PACA qui au même moment finance les canons à neige et rédige son plan climat, il y a clairement des mises en cohérence. On peut pas demander aux acteurs sociaux d'être cohérents si les injonctions qui leur sont adressées ne le sont pas, en fait. Ensuite, voilà, il y a la piste de ce qu'on appelle le désarmement. Alors le désarmement, en fait, c'est le déséquipement progressif des remontées mécaniques. Donc il y a certains qui prônent le désarmement de la montagne. Et une autre piste souvent qui est mise en avant, c'est la diversification, typiquement la diversification 4 saisons. Les premiers retours d'expérience montrent que la diversification est quelque chose de très ambigu, voire peut avoir des effets pervers. Hein. La diversification, déjà souvent, elle est faite en appui au système ski, au modèle ski actuel. Donc c'est juste un élément secondaire et non pas de remplacement. Et la diversification, elle peut aussi faire émerger de nouvelles problématiques du point de vue de l'impact sur l'environnement. Imaginez si tous les gens qui actuellement skient dans les stations de ski arrêtaient le ski alpin et se mettaient au ski de randonnée ou à la randonnée en raquette. Ce que l'on observerait, ça serait potentiellement une dispersion de la fréquentation de la montagne dans des zones qui aujourd'hui sont relativement peu fréquentées. Et les écologues qui sont dans la salle me diront c'est peut-être pire que le système actuel de la station de ski. Okay. Voilà, donc plus des pistes de réflexion que de vrais résultats. Et je finirai, mais très très vite, sur un projet qui nous titille actuellement à l'UPVD. Il y a pas que celui-là de projet interdisciplinaire qui nous titille, mais celui-là, c'est celui qui a le plus avancé ces dernières semaines. Donc, on est en train de réfléchir avec les différents labos dont vous avez les logos là sur la diapo, pour faire une sorte d'observatoire interdisciplinaire de la transition au Puigmal. Donc c'est une piste qu'on est en train de réfléchir, qu'on a partagée avec les acteurs du territoire. Donc alors je suis là, la petite nouvelle de la région, donc vous connaissez mieux que la région que moi. Vous savez que la station de ski Puigmal 2009 a fermé pendant 7 ans, qu'elle a fait une tentative de réouverture l'hiver dernier, qu'il y a toujours des tentatives de réouverture en cours, avec des projets d'essayer d'avoir un nouveau modèle de station de ski. Et c'est voilà pour cela qu'avec les différents collègues que vous voyez, on envisage de construire un observatoire interdisciplinaire de la transition au Puigmal. Donc il s'agirait de questionner à la fois la transition énergétique, la transition socio-économique et la transition écologique. L'interdisciplinarité, elle se fera à chaque fois sur ces trois grilles, ces trois éléments-là. Pour la transition énergétique, les collègues se proposent de faire des diagnostics énergétiques de la station. Nous, en tant que sociologues, nous voulons faire des enquêtes auprès des acteurs du territoire et des visiteurs pour faire un état des lieux de leurs pratiques actuelles et de l'impact en termes énergétiques, mais aussi pour sonder un petit peu leur acceptabilité en termes de changement de pratiques, dont les mobilités. Alors ça tombe bien, pour les mobilités, nous avons un petit soutien de la Fed Free sur un projet qui concerne la transition écologique du point de vue des mobilités sur l'axe Perpignan-Puigcerdá.
Sur la transition, voilà, socio-économique, il s'agit vraiment de questionner le modèle de la station de ski. Et en particulier, les collègues géographes, mais aussi les collègues de STAPS, proposent de faire un diagnostic sur l'offre actuelle et les champs des possibles en termes de ce que ce territoire peut proposer comme support. Et ben nous, en sociologie, on va continuer nos enquêtes. Et sur la transition écologique, avec les collègues en sciences de l'environnement, on veut vraiment se questionner sur l'impact écologique de cette station. Et l'idée, c'est aussi d'être force de proposition pour les acteurs du territoire, pour leur adresser des recommandations. S'ils ont des arbitrages à faire entre différentes stratégies de développement d'offres récréatives, de prendre en compte en amont le possible impact écologique de ces offres et d'arbitrer de façon forte en priorisant les projets qui sont les moins impactants pour l'environnement. Donc voilà, pour un petit tour de piste, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je suis à l'écoute de vos questions. Pardon. Regarder la nature, l'écologie, etc. Mais il y a le côté économique, c'est-à-dire que si on n'implante pas ici une usine ou une station de ski, il y aura moins de boulot, c'est-à-dire qu'il y aura une crise économique. Donc, à part ça, il y aurait beaucoup de questions, mais j'aurais plaisir de les poser ailleurs ou dans un couloir pour laisser la parole aux collègues. J'apporte quelques éléments de réponse courts. Alors, quand je dis que je fais de l'interdisciplinarité par le bas, je ne dis pas, mais c'est vrai que ça peut le laisser entendre puisque je ne l'ai pas présenté, je ne dis pas que je ne me pose pas de questions théoriques ou épistémologiques. Ce qui est important pour moi, c'est de ne pas rester centré que sur l'épistémo et que sur la théorie, parce que je suis foncièrement une scientifique en tant que science empirique, et que pour moi, à un moment donné, si on n'a pas des données, le débat est stérile. Voilà. Mais en effet, sur la théorie, par exemple, ne serait-ce que bêtement, être clair que l'on utilise bien les bons mots pour les bons objets. Parfois, il peut y avoir des quiproquos tout simplement parce qu'on ne définit pas un concept pareillement. Okay. Il y a aussi ce que Isabelle Stenger a appelé les concepts nomades, hein, qui vont en fait passer d'une discipline à l'autre, mais qui vont, ce faisant, opérer un glissement de sens. Pour prendre un exemple classique, ça va être la notion de résilience, hein, qui a été un concept nomade. Et là aussi, il y a une attention à porter. Non pas, il ne s'agit pas de s'interdire ces glissements de sens, mais il s'agit par contre de bien les expliciter, en fait, pour éviter les quiproquos. Voilà. Et pour l'épistémologie, je l'ai un petit peu exprimé sur cette question d'éthique, c'est-à-dire que clairement, la sociologie, en s'autorisant à travailler sur l'environnement et en allant vers l'interdisciplinarité, il y a une partie des sociologues de l'environnement qui ont évolué dans leur épistémologie, clairement.
fil est assez long. Très bonne question, en effet. Alors, ma réponse va peut-être être naïvement scientiste, pour le coup. Mais je reste convaincue des bienfaits de l'objectivation, de l'administration de la preuve. Et j'ai aussi la naïveté de croire que les acteurs sociaux sont capables de recevoir ces informations. Hein, on dit souvent qu'on est dans une société d'hyper-information, de trop d'informations. C'est en partie vrai. Mais je pense que pour le coup, c'est notre rôle de sociologue d'objectiver. Pardon, le lapsus, c'est notre rôle de scientifique d'objectiver les impacts écologiques des actions anthropiques, mais aussi d'objectiver les inégalités, hein, y compris les inégalités économiques. À un moment donné, mettre en avant quelles sont les classes sociales qui accèdent, celles qui n'y accèdent pas, quelles sont leurs caractéristiques économiques, quelles sont, et pour rebondir sur un point de la question de Marie que j'ai pas relevé, c'est aussi quelles vont être les conséquences économiques de choix pris au nom de l'environnement, et qui surtout sur qui vont peser les conséquences économiques de choix faits au nom de la protection de l'environnement. Et c'est aussi toute la littérature sur la justice environnementale qui montre bien que actuellement les choix pris au nom de la protection de l'environnement, paradoxalement, tendent à impacter négativement les personnes qui ne sont pas celles qui ont le plus fort impact sur l'environnement. C'était d'abord pour dire intéressé effectivement par tous ces éléments, notamment les liens entre justice sociale, justice spatiale et partage des espaces dans les calanques, c'est vraiment très très intéressant. Et je suis vraiment travaux sur les jeunes en intégration sociale par rapport aux espaces naturels, parce que alors que le retraité qui a existé au classe voilà, il a pris sa place, il est totalement légitime. Et puis les chaussures aussi, tennis, ça pose souci, alors que techniquement, en termes de sécurité, comme de sécurité que des salons à sinon, la question était sur les friches, sur les travaux, soit soit sur le chemin. Est-ce que vous avez
Oui, alors ça, on l'a sur, c'est une autre étude que j'ai pas présentée ici, qui porte sur une petite station de ski historique à côté de Gap, qui est la station de Céuse 2000. Donc j'ai travaillé, j'ai fait un peu comme j'ai envie de faire pour le Puigmal. Pendant 4 ans, j'ai suivi de près cette station, dont les remontées ont fermé totalement en 2017. Et donc j'y étais, j'ai fait beaucoup d'enquêtes avec mes étudiants. Moi, j'y étais en tant qu'usager. C'est dur, la vie de sociologue des montagnes. Le week-end, je suis obligée d'aller faire du ski de rando pour faire des observations sociologiques. J'ai vraiment une vie difficile. Et mais ça a été important que je fasse ces observations parce que j'ai vraiment pu vivre de l'intérieur ce qui se passait sur ce domaine skiable. Et de ce fait, j'ai pu voir comment il y avait un décalage total entre un discours médiatique, un discours politique et une réalité de terrain. Et en particulier, quand les remontées mécaniques ont cessé de tourner, les médias se sont déchaînés sur station fantôme, alors qu'en fait, cette station n'était absolument pas fantôme. Elle était, les parkings étaient bondés et c'était un défilé de promeneurs en raquettes, de skieurs, de kite-no, etc. Et très très vite, parce que l'heure tourne, mais une anecdote, j'ai été interviewée par je sais plus trop quelle télé quand on a fait des enquêtes avec les étudiants, et c'était pourtant un lundi matin. Et ils voulaient absolument que je dise station fantôme, donc je n'arrêtais pas de dire le contraire. Donc d'ailleurs au montage, j'ai quasiment été coupée. Et surtout là où c'était symptomatique, c'est que pendant que je parlais, il y avait la démonstration de ce que j'étais en train de dire, c'est-à-dire que derrière moi, il y avait, ce que c'était filmé sur site, il y avait un défilé de promeneurs. Et en fait, plus il y avait ce défilé et plus le caméraman centrait sur moi pour être sûr qu'on ne voit pas ce défilé de promeneurs. Et après, ils sont allés filmer, oui, les bâtiments en mauvais état, les pancartes tordues, et ils ne voulaient surtout pas filmer ce défilé de promeneurs parce qu'ils étaient descendus de Paris. Alors, excusez-moi, ça fait un peu la caricature Paris-Province, mais ils étaient descendus de Paris avec l'idée en tête, ils voulaient prouver que c'était une station fantôme. Et pas du tout. En fait, c'est une station qui est complètement réappropriée, qui est très vivante dans ses usages. Et là, on revient à la question de Maria. Actuellement, le débat, il n'est pas sur est-ce que le site est mort ou pas mort, parce qu'il n'est pas mort. Le débat, il est comment on peut valoriser économiquement ce dynamisme sur ce territoire, et qu'est-ce qu'on fait des remontées mécaniques? Est-ce qu'on les laisse ou est-ce qu'on les enlève? Et là, on a vraiment quasiment 50-50 quand on a fait des enquêtes sur il faut les enlever ou au contraire, il faut les laisser. Juliette, tu voulais... Il ne marche plus le micro? Non. Benjamin, est-ce que tu avais une question? Je ne sais pas si... Non, j'avais pas de questions, mais on avait du mal à entendre les questions dans la salle. On a du mal avec les micros. Tiens, parce qu'autrement, c'est ça que les personnes qui sont à distance, voilà. Du coup, je suis obligée de te le donner quand même. Alors, ma question, Cécilia, c'est que tu te rapproches quand même de tout ce qui est comment les décisions politiques sont prises. Et du coup, tu n'en as pas parlé en interdisciplinarité. Non, c'est-à-dire que tu fais des études sociologiques pour donner des informations aux politiques. Tu dis des fois c'est injuste. Ça veut dire que tu t'intéresses aussi à comment les décisions sont prises et pourquoi certaines décisions injustes ou pas cohérentes sont prises. Oui, merci de poser cette question parce que c'est en effet un des points que nous avons traités dans le projet et sur l'efficacité, sur l'effort environnemental. Ce que l'on a aussi pu montrer, c'est qu'en fait, ces décisions qui aboutissent à des situations d'injustice environnementale, elles sont liées en fait au processus de démocratie, et y compris au travers de processus de démocratie dits participatifs qui donc pour la constitution du parc des Calanques, c'était flagrant en fait. C'est-à-dire que conformément au niveau statut des parcs nationaux, ils étaient censés s'appuyer sur un processus de démocratie participative à un moment donné. Ils ont en fait fait des réunions thématiques dans lesquelles étaient représentés uniquement des responsables d'associations.
et le grand public n'a pas vraiment pu s'exprimer. Donc toutes les pratiques qui n'avaient pas un représentant associatif n'ont pas pu s'exprimer. Et ensuite, en plus de ce jeu associatif local, il s'est joué des jeux au niveau national, c'est-à-dire les pratiques qui avaient aussi des représentants par des fédérations nationales sont allées directement négocier auprès du ministère. Voilà. Oui. Ben là, la fédération, la FFCAM, est allée directement négocier auprès du ministère, en fait. Voilà. Donc, en effet, c'est important le point que tu soulèves, Juliette, c'est que les processus en fait de décision sont. Alors, c'est ce qu'on montre, hein, par exemple, c'est ce que la philosophe américaine Nancy Fraser appelle les publics forts et les publics faibles, et elle montre clairement que dans ces processus dits de démocratie participative, en fait, les publics faibles ont du mal, à prendre la parole, et même s'ils la prennent, à ce que leur parole soit entendue et intégrée au processus de décision. Et c'est ce qu'on a retrouvé dans le programme sur l'effort environnemental, où clairement, l'effort environnemental est d'autant plus élevé que les acteurs concernés n'ont pas pu prendre part ou n'ont pas pu être entendus au moment de la formulation des politiques. Alors, oui, c'est sûr que les réunions sur heure de bureau, ça exclut une partie de la population, c'est clair. Y a-t-il d'autres questions? Mais il y a aussi une autre chose qu'on voit que tu as dite, hein, c'est-à-dire que par rapport aux politiques ou au discours politique, il y a toujours un décalage ou une différence entre ce qu'on trouve dans les discours des politiques, que ce soit par rapport à l'écologie, que ce soit par rapport à l'éducation, que ce soit par rapport à la formation, et les pratiques réelles. Et ça, c'est démontré dans beaucoup de domaines et dans beaucoup de disciplines. Hein. Si tu prends, par exemple, des documents officiels par rapport à la formation ou par rapport au MEF, tu verras qu'il y a un décalage entre ce qui est dit, les néolangages utilisés et les pratiques réelles de chacun de nous. Oui, c'est ça la politique, mais les linguistes, on doit quand même mettre ça en évidence, hein, parce que ce qu'on fait et ce qu'on dit, il y a quand même une différence, surtout au niveau des décideurs et des politiques publiques. Y a-t-il encore des questions? Non? Bon, je pense que tu auras beaucoup de questions dans les couloirs ou dans les réunions de l'AFRI. En tout cas, on te remercie beaucoup d'avoir accepté et fait. Oui. Merci beaucoup aux collègues justement qui sont en distanciel. Et à très bientôt à la prochaine conférence. Merci encore.